C'est une question complexe. Bon, en fait, quand le sujet, hier, aujourd'hui, demain, c'est quoi? C'est l'éternité, c'est l'infini. Depuis la nuit des temps, le passé, moi, dans le cadre de mes fonctions de conseiller régional, j'ai la charge pour la région Aquitaine, Poitou, Charente, Poitou, Limousin, de suivre le dossier de Lascaux, du deuxième facsimilé de la grotte de Lascaux. Quand on étudie un peu cette œuvre d'il y a 17 000 ans, on se rend compte que c'était une œuvre d'hier, mais qu'elle est extrêmement dans l'actualité et qu'elle va certainement perdurer demain, puisque un artiste comme Soulages, par exemple, a été extrêmement, comment dirais-je, pénétré par le trait, par le geste d'il y a 17 000 ans. Alors, effectivement, moi je suis un peu mécréant, je ne crois pas à l'éternité de l'âme, mais je crois surtout à l'éternité du geste. Par ma profession, comment dirais-je, amateur, puisque je suis enfin, je suis amateur, je ne suis pas un professionnel, mais je suis un historien, un médiéviste. C'est vrai que quand je me promène dans un château, dans une ruine, et que je vois une pierre avec une marque d'outil, je ne peux pas m'empêcher de penser à celui qui tenait l'outil, et je ne peux pas m'empêcher à penser à l'intelligence de celui qui tenait l'outil, qui a donné le bon coup au bon moment et au bon endroit et à la bonne force. Et certainement que ce secteur-là, il est rempli d'intelligence. Certains disent d'âme, d'autres d'esprit. Et donc cette éternité du geste, moi j'y crois profondément. Et pour revenir à des choses plus concrètes, puisque je suis le seul élu en activité, Jacques Kralit est un élu honoraire, j'espère y arriver, être un élu honoraire. Il est vrai que nous sommes ici dans un quartier qui est un cas d'école. Ce quartier de Bacalan est un quartier qui était le quartier de ce qu'on appelait l'aristocratie ouvrière. C'est-à-dire des quartiers qui étaient composés uniquement d'ouvriers liés au chantier naval, à la construction navale, au docker, chantier du port. Et c'est dans ce quartier à Bordeaux que l'on retrouve les institutions culturelles les plus anciennes de la ville, et parfois même les plus anciennes de France, comme l'Amicale laïque de Bacalan, qui a été créée en 1881, c'est-à-dire 20 ans avant la loi de 1901. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas des professionnels, comme on pourrait dire aujourd'hui, de la culture, mais qui avaient pris leur destin en main en créant eux-mêmes leur structure culturelle pour faire en sorte bien, que leurs enfants et les autres puissent avoir accès à une culture de qualité. C'est aujourd'hui cet aspect culturel du quotidien. Il n'y a pas de culture populaire, la culture, c'est la culture. Le but, c'est de faire en sorte qu'elle soit accessible à toutes et à tous, et à tous les niveaux, et quel que soit le lieu où l'on peut se trouver. Aujourd'hui, on se retrouve devant des problématiques que vient d'exprimer Jacques Kralit par rapport à une crise sans précédent, par rapport aussi à des problèmes économiques ou d'économie que l'on veut faire, qui sont certainement, à mon avis, exagérés, et on est rentré dans une sorte de syndrome de l'économie à tout prix. Il faut faire de l'économie à tout prix, même au prix de laisser tomber la culture populaire de nos quartiers qui n'arrive plus à survivre aujourd'hui. Et on a vécu quelque chose d'extrêmement dommageable ces derniers mois. Il y avait une autre amicale laïque qui faisait des opérations culturelles de très grand niveau avec un théâtre qui était le théâtre de l'amicale laïque de Dupaty, les Glantines Dupaty. Eh bien, cette amicale laïque a été créée, elle aussi, en 1881, et elle a fermé ses portes il y a quelques mois de cela. On a tué, par manque de moyens, mais de quelques milliers d'euros, un monument historique de la culture, et qui, au quotidien, permettait à des enfants de perpétuer ce qu'avaient mis en place leurs parents, et qui leur permettait de continuer à se cultiver et à créer des actions culturelles de qualité. Alors quand on est un élu, comme moi, de terrain, puisque
je suis élu de ce cadre, je suis conseiller général de ce canton. Je suis moi-même à l'origine électricien à la SNCF, donc je ne suis pas un énarque, ni quelqu'un qui a fait, j'ai pas fait Sciences Po. Eh bien, je me rends compte et je souffre au quotidien, en me battant tous les jours au niveau des collectivités territoriales auxquelles j'appartiens, pour essayer de tenir, de réoxygéner cette culture du quotidien dans nos quartiers. Et bien souvent, dans ces quartiers-là, seul le département ou la région même finance pour que ça continue à fonctionner. Et on a énormément de difficultés, car on passe sous les fourches codines par une sorte de garrottage qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les collectivités territoriales qui participaient au fonctionnement de cette culture sont obligées de se recentrer sur leurs obligations, c'est-à-dire sur leurs charges obligatoires, en laissant tomber tout ce qui n'était pas obligatoire, comme la culture, le tourisme ou d'autres activités. Et donc c'est un travail du quotidien et c'est un combat permanent pour essayer de faire en sorte de garder sous oxygène, parce qu'on en est là, des actions culturelles de proximité, de qualité, avec des structures qui sont là depuis très longtemps et qui sont en train de péricliter. Voilà, donc c'est un vrai problème pour les élus de terrain qui croient encore à la culture populaire et à l'organisation associative aussi de la culture dans nos quartiers. Moi je pose une question, est-ce que quelqu'un sait, par rapport à ce que Gilbert vient de nous dire, de la réduction drastique des subventions aux lieux sans nom et à d'autres petits lieux culturels mais d'importance, quelle est la part que la mairie de Bordeaux consacre dans le budget culturel à l'Opéra de Bordeaux par rapport au budget de la culture? Est-ce que quelqu'un a une idée du chiffre, de la proportion? Oui, on peut dire, j'aurais aimé que quelqu'un ait le chiffre exact, mais que on n'est pas loin des 3/4. On n'est pas loin des 3/4, on est bien d'accord. Bon, eh bien, est-ce que là, il n'y a pas un scandale par rapport à l'argent public, l'argent de nos impôts, de financer à hauteur de 3/4 du budget l'Opéra de Bordeaux au détriment de toutes les petites associations et autres lieux culturels? Là, il y a un scandale qu'il faudrait dénoncer, mais je n'entends pas les politiques le faire. Bon, moi je suis un peu gêné pour en parler parce que j'aime pas parler quand mes adversaires politiques ne sont pas là pour me répondre. Moi je suis de la majorité du département et de la majorité de la région. J'ai été conseiller municipal de Bordeaux d'opposition, le premier de l'opposition avec Gilles Savary d'Alain Juppé en 1995. Effectivement, donc ça m'est difficile de cartonner comme ça sans avoir bien sûr des gens qui pourraient me répondre. Effectivement que nous sommes dans une ville avec un premier magistrat qui a choisi de développer une politique culturelle à des fins uniquement personnelles de communication et de promotion pour assurer son destin présidentiel qu'il a depuis l'école maternelle. Il a effectivement rénové les quais de Bordeaux, il a construit une vitrine de bijoutier, et quand on pousse la porte, on se retrouve effectivement dans une boutique de bric-à-brac. Il a développé les fêtes plébéiennes, c'est-à-dire une politique antique de la cité, Néron, quoi, des pains et du jeu de la bière aujourd'hui, en mettant de côté toute la politique du quotidien que le département, malgré ce que j'ai entendu, et la région tient à bout de bras. Il y a dans cette ville et dans ce département pas un petit théâtre, pas un petit lieu qui ne reçoit une subvention du département et de la région sans que la ville ne mette un copec. Et ça, moi, je tiens à le dire, et parfois, on tient énormément de salles et de petits lieux par les cheveux, parce qu'il y a des élus de territoire qui connaissent leur terrain et qui font tout pour justement que ça continue à perdurer. Et madame, mademoiselle, tout à l'heure, vous avez parlé du politique, vous avez parlé des partis. Ce n'est pas les partis qui donnent l'argent, ce sont ceux qui ont le pouvoir, ce sont les institutions.
qui sont issus la plupart du temps d'une élection, et ce sont des partis qui sont arrêtés devant d'autres. Oui, monsieur, aujourd'hui les partis, ils sont devenus clonés quelque part, ce sont des partis du renoncement. Le mien aussi, le Parti Socialiste, ce sont les partis du renoncement. Parce qu'ils ont renoncé devant la politique de l'argent, devant une société qui est moribonde là. Le système libéral, ultralibéral est moribond. Si le système communiste s'est effondré, le système ultralibéral va s'effondrer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ce qui, à l'échelle de l'humanité, est instantané. C'est une nanoseconde. On est en train d'assister à cela. Il faut effectivement régénérer d'autres idées pour essayer de continuer à faire en sorte que les gens puissent exister eux-mêmes, dans leur esprit, se cultiver, se développer eux-mêmes. Et on parlait de Jean Zay, on pouvait parler aussi de Léo Lagrange, tout ce qui a été mis dans ces années 36, etc., etc. Mais c'est bien la puissance publique républicaine qui est à l'origine, justement, de cette organisation territoriale de la culture du quotidien, parce que la puissance publique participe à payer des gens qui sont là pour apprendre à des gamins à peindre, à faire de la photo, parce que c'est pas la génération spontanée, on n'est pas peintre comme ça, photographe comme ça, ce sont des choses qui sont, il y a des techniques, et c'est la puissance publique qui tient à bout de bras, bien souvent, le bœuf à bas que l'on peut apprendre à des gamins qui ne sont pas là pour devenir des lubates, mais qui sont là pour avoir au moins tenu peut-être une trompette, un stylo, un appareil photo, une fois dans leur vie, et ça leur restera de toute façon à vie. C'est inéluctable. La puissance publique, elle est là pour ça. Bon, alors, maintenant, effectivement, on est devant une situation où c'est le consumérisme qui a pris le pas sur, disons, le fait de faire, de créer soi-même, de faire un peu soi-même. Et c'est vrai que cette structuration-là de la société, elle va certainement exploser. Et quand on regarde ces partis qui sont clonés, qu'on regarde vers d'autres partis fascistes, qui n'ont aucune solution, et parfois même, quand certains partis très à gauche, qui prennent le pouvoir, comme en Grèce par exemple, on se rend compte que le pouvoir de l'argent les ont mis à genoux en très peu de temps, Donc on est devant une situation où il faut que nous retrouvions peut-être un équilibre avec une redistribution meilleure de la richesse, et peut-être que l'on parlait du revenu minimum d'existence. On en reparle, c'était Marc Boeuf qui avait eu des idées comme ça à une certaine époque, et bien peut-être qu'il faudrait les mettre en place, de manière à faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et toucher à cette expression culturelle que l'on ne pourrait pas permettre à des jeunes d'avoir si la puissance publique, quelque part, n'y était pas. On est dans un site ici, on est à Cap Science. Personne ne sait que Cap Science, ça fonctionne avec des fonds publics. Même s'ils rentrent de l'argent, etc., c'est 680 000 € par an du conseil régional d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes maintenant. 680 000 €. Tout le monde croit que c'est Alain Juppé. Non, c'est pas lui. C'est la collectivité régionale qui a mis en œuvre de l'argent pour que tous les jours, dans un lieu extraordinaire, certainement unique en France, on puisse permettre à des gens de tout niveau, de tout âge, d'avoir accès à une culture scientifique adaptée, facile à comprendre, en fait, etc., etc. Bon, donc la puissance publique, elle est au cœur de cela. La puissance publique républicaine. Parce qu'ensuite, on peut aussi développer le mécénat, etc., etc. Mais ça, c'est la politique de la bonne conscience ou de la défiscalisation pour certains qui mettent de l'argent parce que quelque part ils vont pouvoir déclarer 60% aux impôts, etc., etc. Donc moi je suis pour travailler et développer la République et l'action républicaine au quotidien dans des petits lieux, le théâtre du Pont Tournant, dont Hélène parlait. Le théâtre du Pont Tournant, il a commencé à avoir des aides de la ville de Bordeaux quasiment à la fin, quand il y a eu ces gros problèmes qui sont arrivés au théâtre du Pont Tournant. Pendant des années, depuis la création, j'avais trouvé les chiffres à un moment donné, parce que j'en avais parlé avec son directeur. J'avais retrouvé les chiffres. À une époque, le théâtre du Pont Tournant, il ne fonctionnait qu'avec des subventions du département et de la région, essentiellement. Ici, au cœur d'une ville riche, voilà. Donc, de grâce, je sais bien qu'on bâche les politiques, la République, c'est la mode aujourd'hui, mais croyez-moi, que malgré tout ce que l'on peut dire, ce qui se fait au quotidien aujourd'hui, c'est la République et des élus de la République
qui le mettent en place différemment, c'est vrai, en fonction des croyances politiques des uns et des autres. Cette manifestation-là, elle a eu lieu pourquoi? Parce que la puissance publique a financé le département, la région. Et ce n'est pas une activité et ce n'est pas une opération dogmatique. On n'a pas fait signer à Damien Thomas un papier comme quoi il allait mettre en place une manifestation qui soit dans la ligne de la région ou du département. C'est une liberté. Mais c'est quand même la puissance publique qui a permis que nous puissions discuter ce soir, malgré tout. Alors vive la République quand même par rapport à ça.